Le Sénégal rebaptise le boulevard Général de Gaulle en Mamadou Dia, l'un des pères de l'indépendance. Bravo ou quoi? Bravo, bravo. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance du nom, l'importance de l'identité surtout. Je pense qu'on va développer ça aujourd'hui pour comprendre. Le Sénégal rebaptise le boulevard Général de Gaulle en Mamadou Dia. D'abord, on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait un boulevard Général de Gaulle au Sénégal. C'est la question qu'on se pose. En fait, on se pose plus ces genres de questions parce qu'on a normalisé ces histoires. C'est un peu comme les personnes, elles voient la photo d'un Jésus noir. Ils sont choqués. Au Kenya, d'ailleurs, les gens se sont battus contre un pasteur parce qu'il a montré la photo d'un Jésus noir. Pour eux, Jésus doit être blanc. Comment ça se fait que ton Jésus est noir? Mais pourtant, dans le livre, on dit que Jésus avait la couleur sombre. Il n'était pas blanc. C'est un peu ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça ne vous choque pas. La route s'appelle Général de Gaulle. Général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal? On va essayer de voir et comprendre. Et pourquoi Mamadou Dia? Le Sénégal célèbre le 65e anniversaire de son indépendance et rebaptise l'une des artères emblématiques de la capitale pour l'occasion. Le boulevard du Général de Gaulle est devenu boulevard Mamadou Dia, l'un des pères de l'indépendance du pays. Une décision du président Diomaye Faye. Bravo! Bravo! Je pense qu'il est important de réclamer ce qu'on est. Moi, je vais vous poser une question. Si quelqu'un vous a maltraité dans le passé, vous prendrez votre enfant, votre nouveau-né, donner le nom de la personne, acceptant, réalisant qu'en Afrique, généralement, il y a beaucoup d'Africains qui le font d'ailleurs, qui donnent le nom à leur enfant, c'est-à-dire qui appellent leur enfant le nom d'un ami. Hein, ça arrive, un ami cher, un ami qui a été là pour toi, un ami avec qui on a partagé beaucoup d'histoires. On peut donner le nom, on peut appeler son nom homonyme à l'ami qui était quelqu'un de proche. Il y a aussi des gens qui en profitent, qui donnent le nom de leur boss. Qu'est-ce si le boss s'appelle Peter? Ils appellent l'enfant Peter. Mais ça, c'est manipulatrice parce qu'on sait que généralement, on le fait pourquoi? C'est pour les intérêts. L'objectif, c'est gagner la sympathie du boss, n'est-ce pas? Les Africains sont magnifiques. Un Peter, tu appelles ton enfant. Moi, j'ai vu ça. Il y a quelqu'un a appelé son enfant Vim. Vim, c'était le patron. Hein, il a appelé son enfant Vim. Pourquoi? L'objectif était que Vim, qui était un blanc, un Hollandais, Vim commence à donner de l'argent, ok, pour s'assurer que l'enfant parte à l'école, pour s'assurer que l'enfant ait des bénéfices, vive dans de bonnes conditions. C'est une stratégie maléfique ou pas? Pour l'interrogation, mais ce sont les choses qui arrivent. Mais une personne avec laquelle vous avez été en guerre dans le passé, serait-elle la personne vers laquelle vous prendrez un nom pour nommer votre enfant? Je ne pense pas, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre dans quel sens. Selon une étude de 2019, 60% des rues de Dakar portent encore le nom des figures de colonisation ou des écrivains ou médecins français. 60% des rues de Sénégal, d'après cette étude, portent encore des noms des écrivains, des médecins ou des Français en général. C'est dur. On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Alors, le général de Gaulle, beaucoup ici vous le connaissez, c'est un ancien chef de l'État français, mais avant cela, il a participé à certaines actions qui sont perçues comme négatives à l'égard du Sénégal. Pourquoi ce boulevard porte-t-il le nom d'un Français? Le Sénégal était une colonie française jusqu'à son indépendance en 1960. Bien que de Gaulle n'ait pas été directement impliqué dans les négociations quotidiennes pour l'indépendance du Sénégal, il était président de la France au moment de la vague d'indépendance qui a déferlé en Afrique. Sous sa direction, la France a décidé d'accorder l'indépendance à la plupart de ses colonies africaines, dont le Sénégal, qui est devenu une république indépendante le 4 avril 1960. Aujourd'hui, c'est l'indépendance du Sénégal. Et à cette occasion, on a décidé de renommer ce boulevard de Charles de Gaulle à Mamadou Dia. D'abord, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avec les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, des militaires africains qui étaient recrutés généralement dans la Golfe de la Guinée. Nous avons pas seulement des Sénégalais, ok. Il y avait des Togolais, il y avait des Maliens, il y avait beaucoup de gens venus de partout. C'était pas seulement des Sénégalais. Ils étaient appelés tirailleurs sénégalais, mais en réalité, c'était des Africains, c'était une panoplie, un curvé d'Africains qui étaient mis ensemble. Alors, ils sont partis pour combattre pour la France. Je voudrais qu'on comprenne la raison pour laquelle on fait cette vidéo. Il est très important d'être fier de son identité, de tout Africain. Récupérer son nom en tant qu'Africain, ce n'est pas une question de préférence. Avoir un nom africain est une obligation à son identité. Et récupérer ces noms est très important. Ça me choque quand je vois des noms bizarres. Prémadi, Préfadi, ça n'a aucun sens. On va y arriver. On reste là, on va y arriver. En effet, qui étaient les tirailleurs sénégalais? Comme je l'ai dit précédemment, ils étaient recrutés d'un peu partout en Afrique, précisément autour de la Golfe de la Guinée. Alors, l'objectif était d'aller combattre contre les Allemands qui ont résisté pendant la guerre mondiale, les Allemands qui avaient pris une grande partie de la France à l'époque. Les Sénégalais ou les tirailleurs sénégalais ont combattu dur. C'était des farouches, vaillants guerriers. On dit qu'ils avaient fait beaucoup de choses étonnantes, même aux yeux des Allemands à l'époque, qui étaient en effet craints de tout le monde. Mais ces Sénégalais, il y a eu une instance qui était très intéressante. On avait remarqué qu'ils ne portaient pas des chaussures. Et c'était pendant l'hiver.
Ok, il y a certaines histoires qui disent que ces Sénégalais avaient choisi de ne pas mettre des chaussures. C'était par choix. Ils voulaient combattre sans chaussures. Ils étaient armés, mais ne voulaient pas de chaussures. Mais d'autres personnes disent qu'en effet, l'armée française avait refusé de donner des chaussures à ces Sénégalais, à ces pauvres Noirs. Écoutez, on s'en fout. Alors, d'après vous, quelle est la vraie version? Ils avaient refusé des chaussures ou on leur avait refusé des chaussures? Point d'interrogation. Les Sénégalais ou les tirailleurs sénégalais se sont battus farouchement. À l'entrée vers Paris, après avoir repoussé les Allemands, le général de Gaulle a instruit à ce que les Français soient mis de l'avant. Donc on enlève tout ce qu'il y a de noir. Tous les Noirs qui ont combattu pendant la guerre doivent être mis de côté pour que les Français blancs passent de l'avant. Donc l'objectif c'était quoi? Il fallait préserver l'intégrité ou le respect de l'armée française pour pas que l'on pense que certains petits Noirs sont venus ici pour nous libérer. C'était inacceptable pour de Gaulle. Le général de Gaulle avait ordonné que les soldats français soient exclus du défilé de la victoire à Paris, malgré leur rôle crucial dans la libération de la ville. La raison de cette décision semble être liée à des considérations raciales et politiques. De Gaulle et certains autres blancs craignaient que la présence de soldats noirs dans le défilé ne nuise à cette image. De plus que De Gaulle était préoccupé par la manière dont l'inclusion des soldats sénégalais et d'autres soldats africains pourrait être perçue par le public français majoritairement blanc. Donc, général de Gaulle, qui a un nom dans un boulevard en Afrique, précisément au Sénégal, est celui qui a demandé qu'on enlève des militaires noirs pour pas que l'on donne l'impression que les Noirs sont des gens assez forts. C'est pas pour dire à la hauteur dans le combat. Donc il était important pour lui d'éliminer la trace des Noirs. Mais le Sénégal a gardé le nom. Qui a autorisé ce nom? Point d'interrogation. Maintenant, c'est important de revoir l'authenticité. L'authenticité, en parlant d'authenticité, je pense à un nom. Un président Mobutu, le président du Zaïre à l'époque. C'était un homme qui a joué un rôle très important en ce qui concerne l'authenticité. En 1971, il a commencé ce mouvement d'authenticité au Zaïre. Au fait, le Zaïre, avant s'appelait Congo. Arrivé au pouvoir, il a changé le Congo au Zaïre. Le Congo est devenu Zaïre. Mais après le temps, à l'arrivée de Kabila, le père, c'est lui qui a ramené le Zaïre au Congo. D'ailleurs, je pense que les Zaïres étaient un peuple fort. Pourquoi? Monsieur Mobutu est arrivé au pouvoir, a instruit la population de regagner leur identité en retrouvant leurs anciens noms, le nom de leurs arrière-grands-pères. Donc, à l'époque, les Congolais s'appelaient Jean Cross Chrysostome, Jean-Lucas Protroster. C'était ça le nom des Congolais ou des Zaïrois. C'est lui, Mobutu, qui a dit, va chercher le nom de ton grand-père, va au village, va qu'on te dise quel est le nom de ton père, que l'on te dise quel est le nom de ton grand-père. Au fait, à l'époque, ce que vous appelez Congolais ici, étaient des gens qui étaient sans identité, parce que leur identité devrait être de plus proche du belge. Donc, un nom belge, la couleur de la peau. Aujourd'hui, vous parlez de l'éclaircissement de la peau. Ça vient de là. C'est l'amour de vouloir devenir comme un blanc. C'est ça la mentalité. Aujourd'hui, vous partez à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Si vous parlez lingala, qui est la langue locale, on ne vous considère pas. On estime que vous êtes quelqu'un, voilà, comme ça. Mais si vous parlez français, alors là, on vous prend en sérieux. Mais Mobutu, à son arrivée, il a poussé vers l'authenticité pour que la population retrouve leur identité. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui s'appellent Mutombo, Mbundu, Kimbenge. C'est grâce à Mobutu. Sans ça, aujourd'hui, les Congolais seraient des gens Chrysostomes, toujours, des gens Luc Roubenacker. Oui, c'est exactement ça. Je sais que beaucoup de personnes connaissent Mobutu en tant que dictateur. Dictateur, il était. Mais évidemment, ça s'est arrivé avec le temps, après avoir été déçu à plusieurs reprises, et aussi l'emprise des membres de famille qui t'encouragent dans la mauvaise direction. Vous savez, généralement en Afrique, certains présidents viennent vraiment avec des bonnes idées. Au départ, ils disent, je veux vraiment changer le pays vers la bonne direction. Quand ces gens-là de leur tribu arrivent, les gens de leur ethnie se rapprochent, on lui dit généralement, non, président, tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Il faut d'abord nous sauver nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence à la maison. Donc, on va s'assurer que nous devenions riches, que nous achetions de maisons. Le reste s'ensuivra après. C'est ça, malheureusement, qui est arrivé, même avec Mobutu. Mais au départ, il avait de très bonnes idées. Pour éviter le tribalisme entre ce peuple, Mobutu prenait un monsieur venant de l'Est et l'envoyait gouverneur au Nord. Et prenait un monsieur du Sud et l'envoyait gouverneur à l'Ouest. Et c'est comme ça que les gens ont pu se tolérer. Il y a certaines villes, le route de Gaumont a été asphaltée par un gouverneur qui n'était pas local, qui n'était pas autochtone, qui est venu d'une autre province. Donc Mobutu a joué un rôle très important. Il a encouragé les Congolais. Zaïrois, c'est plus respectueux que Congolais. Il a encouragé les Zaïrois à s'habiller en abakos. Abakos, c'était quoi? Abat costume. Donc, à l'époque, les gens mettaient des smoking et tout le bazar pour se ressembler, donc pour ressembler aux Belges. Mobutu est venu, il a dit, il faut tuer cette histoire, il faut s'habiller différemment. Et les gens adoptent un style vestimentaire, une version africaine du smoking occidental. Alors, les Belges considéraient les Noirs à deux niveaux. Il y a les Noirs qui sont les sauvages et les évolués. Les Noirs qui sont les sauvages, les évolués étaient qui? C'était ceux-là qui partaient à l'école, ceux-là qui parlaient bien français, ceux-là qui s'habillaient en chemise-cravate étaient des évolués. Tout le reste était des sauvages. Aujourd'hui, Mobutu est parti depuis 1997, il n'existe plus. Les Zaïrois sont redevenus congolais et leur nom, ils ont abandonné. Pour la plupart aujourd'hui, vous verrez des gens au nom de Frémidi,
Vous faites un enfant, vous l'appelez Christevie. Ça veut dire quoi, Christevie? Frémidi. C'est incroyable. Écoutez Mobutu ici en train d'expliquer. Il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Donc le monsieur dit, pourquoi je donnerais un nom hébreu à mon enfant si les Hébreux ou les Israéliens n'ont jamais de nom africain? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a que quelques pays où vous trouverez des gens qui ont vraiment gardé leur nom authentique. Comme en Afrique du Sud, vous trouverez des gens qui s'appellent des Kumalo, des Kulufelo, Nomfundo, Nomfunda, tout ça. Parce qu'ils ont gardé leur identité. Leur religion, ils ont gardé tout ça. Je sais que ça vous dérange quand vous entendez ça. Vous pensez que tout ce qui vient de là est bien. Chez les Nigérians, dans une tribu précise, ils ont toujours leur nom. Mais vous verrez beaucoup de gens en Afrique aujourd'hui, quand vous les appelez, s'ils ont un nom africain, ils ont honte de se représenter en nom africain. Vous verrez une femme qui s'appelle Massika. Elle refuse qu'on l'appelle Massika. Non, ne m'appelez pas, appelle-moi Jeanne. Ou appelle-moi Clarine. C'est ça le niveau de la colonisation mentale. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir une certaine identité ou un courage de s'élever contre l'Occident en disant l'Occident essaie de faire ça si on n'a même pas d'identité. La grande tristesse, c'est celle-ci. Vous savez, chaque culture, chaque tribu, chaque ethnie a son style vestimentaire en ce qui concerne les fêtes. Donc, quand il y a fête de mariage, il y a votre tenue de votre tribu vestimentaire. OK? Beaucoup de pays n'en ont plus. Je vous donne un exemple simple. Les Ibo ont leur tenue vestimentaire en ce qui concerne les fêtes. Les Fulani ont leur tenue vestimentaire. Partons en Afrique du Sud. Les Xhosa ont leur tenue, regardez, noir et blanc, vestimentaire. C'est pour les Xhosa. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Les Tswana ont leur tenue, regardez, les Tswana, on en trouve en Afrique du Sud et au Botswana. C'est leur tenue. Mais vous allez dans un pays comme le Congo, il n'y a pas de tenue vestimentaire des tribus. Ça n'existe pas. Tout le monde prend cette histoire-là. Les gens copient. Comment on fait? Soit on copie les Nigérians pour s'habiller dans leurs fêtes. Pour s'habiller dans leur fête de mariage. Soit ils copient un style vestimentaire qu'ils ont vu dans un mariage nigérian, ils copient ce qu'ils appellent l'iputa, qui en réalité est une production hollandaise. Mais chaque tribu, votre tribu c'est quoi? Vous êtes Moubembe, les Babembe s'habillent comment en mariage? Vous êtes Mourega, les Barega s'habillent comment en mariage? Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les gens aiment la christianité, on dit que tout ce qui est, voilà, coutumier et satanique, c'est diabolique, il faut oublier. Il n'y a pas de coutume congolais, ça n'existe pas. Mais il peut y avoir une coutume Babembe, coutume Barega, coutume Bashi. La coutume générale, ça n'existe pas. Bref, c'est pour dire, ce n'est pas limité chez les Congolais. Dans le reste de l'Afrique, il faut avoir une fierté pour son identité. Il faut connaître le village de son père. Tu ne peux pas dire que tu es un Africain si tu n'as jamais été au village de ton père. Comment peux-tu prétendre être un Africain si tu ne parles pas la langue de ta mère? Ça n'a aucun sens. Les gens sont des experts en français. Comme le disait Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Si on enlevait le français, beaucoup d'Africains seraient illettrés. S'il faut éradiquer le français, beaucoup d'Africains seraient illettrés. Parce que sur lequel on mesure votre intellectualité ou intellectualisme, c'est votre capacité de vous exprimer en français, de corriger les français déjà. Mais votre identité, vous n'en avez pas. Comme le disait Mobutu précédemment, je ne peux pas prendre mon enfant et le nommer Marie-Jeanne. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, les Congolais ont des préfidis, préfina. Oh, mon premier amour du Christ aux croix. C'est quoi ces gens à la croix? C'est quel genre de... Vous n'avez aucune identité. Mobutu a dit, je ne peux pas. C'est que Mobutu craignait, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On va rentrer au Sénégal. On estime encore une fois, une étude a été conduite où on a estimé que 60% des rues de Dakar portent encore le nom des figures de colonisation ou d'écrivains médecins français. C'est beaucoup. Je pense que le changement arrive et c'est comme ça que ça commence. C'est dans des petites choses. Le changement de monde. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement.
Le comportement commence par l'identité. God bless.